design italien dans le monde. Et avant de procéder avec le déroulé de la soirée qui prévoit, vous le savez, une conférence, une petite introduction, et pour terminer sur un buffet qui a inspiré aussi du design italien. Il y a des éléments du design. Et surtout, il y aura des bonnes choses à goûter. Alors, je voudrais laisser la parole à Madame Chiara Petrarca, conseillère générale. Bonsoir, buonasera a tutti e a tutte. Non, merci d'être ici, merci de participer avec nous à cette journée. C'est un rendez-vous annuel, donc c'est quelque chose qu'on fait toujours, mais je trouve que chaque fois c'est quelque chose de différent. Et bien évidemment parce qu'on a des invités différents, mais surtout parce que le design c'est quand même quelque chose qui a vraiment plusieurs points de vue, je sais pas comment on dit en français, plusieurs aspects, il y a une vision, et donc c'est vraiment intéressant de les découvrir petit à petit chaque année. Donc merci à l'Institut de culture italienne, bien évidemment, pour organiser tout ça. Nous accueille toujours avec beaucoup de surprises aussi. Je ne savais pas les buffets qui les connaissent quelque chose lié au design, mais bien sûr, merci à notre invitée, Madame Borbone, pour être ici ce soir. C'est la première fois à Lyon, on vient de parler de ça, donc j'espère que ce séjour va vous laisser quand même quelque chose aussi. Et bon Design Day à tous, à toutes, et merci encore. C'est une occasion aussi pour mettre des personnes, pour faire rencontrer des personnes, il y a des opérateurs dans le monde de l'art, du design, il y a des opérateurs des commerces ou des professeurs, donc il y a un peu une platée bariolée. On pourra bien sûr en parler tout à l'heure lors de notre verre et du buffet italien. Et alors, pour commencer, je vous laisse voir une petite demi-minute d'une vidéo qui est inspirée du Salon du Meuble de Milan. Le Salon des Meubles dont je vous parlerai immédiatement après dans mon introduction et avant de laisser la parole et de présenter Simona Borbone. On peut remarquer les dates du Salon du Meuble du 8 au 13 avril. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle dans les instituts culturels italiens, les ambassades, les réseaux des instituts culturels italiens, les consulats, on propose chaque année la journée du design, et même dans notre visuel là, vous voyez l'implication de deux ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, en collaboration avec le Salon du Meuble de Milan, l'Association du design industriel, la Triennale de Milan et les opérateurs du secteur pour les voies et aussi pour, bien sûr, la ITA, l'Institut pour le commerce étranger. Et Italian Trade Agency, qui est chaque année partenaire de cette initiative. Et à vrai dire, cette année, nous sommes avec 2 semaines d'écart par rapport à la date désignée de l'IDD, parce que dans le monde, la journée du design a été célébrée partout le 12 février. Puis il y a, selon les programmes et les initiatives, il y a des décalages, comme c'est notre cas. Et cette date est donc prévue pour les réseaux des ambassades, comme je vous le disais, des consulats, des instituts culturels italiens dans le monde. Il s'agit de la 9e édition. C'est une édition qui, comme je vous le disais, a le partenariat du Salon del Mobile qui se tiendra cette année à Milan
du 8 au 13 avril, de la Triennale de Milan, qui est l'incubateur par excellence des générations des créatifs. Et donc cette Triennale, cette année, au-delà des expositions temporaires et des projets de résidence, des festivals et des rencontres, cette année, elle marque la présentation de la 24e exposition internationale. La 24esima esposizione internazionale qui s'appelle justement Inequalities en anglais. Elle est au programme à partir du mois de mai à novembre. Et il y a eu dans les autres éditions des moments pour travailler, pour réfléchir sur le rapport avec la sphère des phénomènes de la nature et de la sostenibilità, justement. Et maintenant, il y a une invitation de la culture, des sciences et des arts à travailler, à réfléchir sur la question des inégalités. Le Design Day, IDD, est aussi en partenariat avec ADI, l'Association pour le design industriel. Vous savez peut-être que le prix Compador est une sorte d'Oscar du design et il est décerné tous les ans depuis 1954, lors de la première édition. C'était une idée de Joe Ponti, du grand designer Joe Ponti, et le premier Compador avait été décerné à Adriano Olivetti en 1954. Et encore, il y a la collaboration et le partenariat indéfectible du Musée du Design, qui est une structure de plus récente institution. Tout cela se passe à Milan. Milan est la capitale du design et c'est aussi une ville qui est jumelée avec Lyon. Donc pour nous, c'est toujours une raison d'enthousiasme et d'orgueil d'inviter, d'accueillir régulièrement des experts qui nous viennent de Milan, justement. Cette année, l'attention vers le design italien avec en association avec cette kermesse du salon, de la triennale. À mon avis, à mon personnel avis, cette année a été multipliée par un intérêt médiatique que j'ai trouvé un peu plus important que d'habitude. Je pense par exemple ici à la France aux émissions sur Arte. Peut-être vous avez pu les voir, vous les verrez, sur le design et la mode d'Italie, comme le très intéressant Italo Modern. Et pour l'Italie aussi, il y a une certaine attention supplémentaire. Il y a un article de Anna Chiara Sacchi sur la lectura du Corriere della Sera de samedi 22 février, donc ce samedi, qui commence en disant il est en même temps le projet et sa réalisation. Il accorde le savoir ancien artisanal avec la vision industrielle et l'élan du futur. Le design, intersection des disciplines, il sera le protagoniste du prochain salon du meuble. Et il y a aussi tous les programmes de ce salon. C'est vraiment une palette importante qui part d'événements exceptionnels comme la mise en scène de la Pietà Rondanini par Bob Wilson, un dialogue avec les Stabat Mater de Arvo Pärt, ou bien encore des festivals, des expositions collectives sur l'innovation à Palazzo Litta, à Isola, le quartier de Milan, le plus moderne. Il y aura des installations de start, il y aura une nouvelle édition de We Will Design au Fuori Salone, ou encore il y a des installations d'auteurs. Je parle de Paolo Sorrentino, de Pierre-Yves Rochon, de Su Fujimoto et Arro dans l'espace de la foire. Donc il y a c'est notre intention aussi de promouvoir les grandes initiatives dédiées à l'architecture, au design, sans oublier bien sûr la Biennale d'architecture à Venise qui s'ouvre au mois de mai, parce que tout est décliné en format design et en format architecture, art appliqué. Et donc ce préambule devient nécessaire pour aborder aussi avec Simona Bordone, qui est le testimonial et ou l'ambassadeur du design dans notre région, le thème des inégalités
et du design pour une vie meilleure. Simona Bordone, que j'appelle, voilà, Merci. au moins pour avoir Bonsoir. un petit applaudissement. Simona Bordone qui va nous entretenir, elle va s'asseoir, elle va dérouler un petit programme de slides. Donc, elle a traversé des différents univers professionnels, journaliste, formatrice, commissaire d'exposition, écrivaine, présidente de fondations d'artistes qui ont un handicap. Le titre de cette intervention d'aujourd'hui est un peu une répercussion de son activité de professeur à IED, l'Institut européen du design de Milan, et des journalistes de la célèbre revue Domus. Nous avons aussi mis quelques livres, quelques revues et aussi le dernier Domus qui nous a gentiment ramené. Elle utilise le mot démocratique, car à partir de la présentation des objets et des projets de la période de l'après-guerre en Italie jusqu'au jour actuel, nous comprenons vraiment comment les habitudes et la nouvelle pratique, pour ce qui est de la décoration, des meubles ou des véhicules même, ont permis à l'Italie de se passer des déséquilibres sociaux, tout en lançant un véritable signal sociopolitique et de pousser vers des solutions accessibles et de qualité, pour tous surtout, non pas associées à l'idée du luxe. Et alors, je laisse là la parole à Simona et merci pour l'attention. Merci. Ça a été difficile de ne pas parler du luxe parce que, comment ça marche ça? Le design ne vient pas à l'aide. Non. Ah non, ça c'est le laser. No, questo è il laser. Questo è il laser. Non, c'est pas ça. C'est le en haut. Normalement, non. Je regarde déjà. Bon, cependant, je vous dis comment j'ai organisé ma présentation et j'espère que vous me pardonnerez parce que mon français parfois tombe horriblement et donc soyez gentils avec moi. Et j'ai décidé de parler du design italien à partir des années 30 du siècle passé parce que c'est exactement à cette époque que l'Italie se développe du point de vue industriel d'une manière importante. Et, merci. Et d'autre part, parce que cela me permet de parler aussi de Domus, la revue qui a été fondée par Gio Ponti, comme Anna Pastore a dit avant, en 1928. Et donc, on a une espèce d'archive de l'histoire du design italien et international qui est documentée par la plus ancienne revue italienne du design qui existe aujourd'hui et que on commence à préparer la fête pour les 100 ans. À propos de Bob Wilson, qui a été cité avant, il a été l'auteur d'un spectacle pour les 70 ans de Domus. Donc, d'une certaine façon, tout se tient. Et la revue est née pour tous. Ce n'était pas dédié aux architectes ou bien aux designers, au principe. C'était pour les hommes, les femmes des foyers. Il y avait des chroniques de cuisine, on parlait des chiens, des chevals, des jardins. Donc, jusqu'en 1941, c'était une revue pour tout le monde. C'est pour ça
qui parlait à la bourgeoisie italienne qui devait se élever dans son goût et devenir moderne. Et maintenant, voilà. Et donc la première contradiction avec ce que je dis avant, la première image, c'est un bol traditionnel qui n'a rien à voir avec le design industriel, mais je vous le montre parce que dans le Fuori Salone, qui est l'événement qui arrive à Milan avec le Salone del Mobile et qui maintenant est énorme. Il y a 1 millier d'événements pendant la semaine du Salone del Mobile. En 2015, ils ont fait un petit shop d'objets italiens traditionnels. Ce bol, qui est traditionnel du XVIIe siècle, au Puglie et en Sicile, a été transformé parce que dans la production du verre, il y avait du plomb qui était très dangereuse pour ceux qui la faisaient. Et maintenant, le produit a été changé pour un goût, disons, en maintenant la forme et la couleur originale, même si elle est un peu moins brillante. Et maintenant, est populaire aussi au dehors de son contexte originaire. Et la raison pour laquelle je fais cette ouverture, c'est qu'en effet, comme a dit Anna Pastore avant, le design industriel est bien le match entre la tradition artisanale et l'industrie et la machine. Et donc, c'était important de fixer ce point-là. Et en plus, il y a un retour à l'artisanat, la crainte qu'il y a en Italie, mais aussi en France, de la perte de le savoir-faire artisanal, maintenant est bien, disons, on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'études, il y a aussi de financement pour cultiver les traditions artisanales en Italie et en France. Non? Ok. À Milan, il y avait un bar qui existe encore dans la Piazza del Duomo, la place la plus centrale de la ville, qui s'appelait Camparino. Avait été ouvert par l'industriel Monsieur Davide Campari, qui avait inventé la boisson, le bitter Campari, qui a son nom. Dans les années 30, il a l'idée, la boisson était servie avec du seltz, du seltz. Et dans ce bar-là, il a l'idée de le transformer dans un produit déjà prêt, ainsi qu'on peut le vendre aussi au dehors du bar, on peut le prendre à la maison. Et il appelle Fortunato De Pero, qui était un peintre et un graphiste futuriste, qui a l'idée de faire ces bouteilles, come si dice, tronco di cono. L'idée, c'est extraordinaire. Non pas seulement pour la forme, mais aussi parce que le nom est imprimé sur le verre et donc on n'a pas besoin d'étiquette. La bouteille est restée la même de 1932. Et il faut aussi noter et savoir qu'en Italie, dans les années 30, à partir de 1935, il y a l'autarcie, parce que après l'invasion de l'Abyssinie pour la part de l'Italie, les Nations Unies ont fait des, ont empêché au pays d'avoir des relations commerciales internationales. Et donc, les boissons en Italie, c'était le vin ou bien les boissons italiennes.
ce sera seulement après la guerre qu'en Italie, on aura les cocktails avec des spiritueux américaines. Et donc, cette boisson-là, c'est très important aussi parce que ça fait partie d'une histoire aussi historique des boissons possibles. On ne peut pas avoir la coca. Ce n'était pas possible. Moka Bialetti. Moka Bialetti a été projeté en 1932 par M. Bialetti. M. Bialetti avait une usine de produits semi-finis en aluminium, mais il a l'idée d'essayer de faire des produits finis. La première moka est en style déco, octagonal, a un grand succès. Il faut dire qu'il avait appris à Paris les mollus en coquillage. Il le remporte en Italie et c'est avec ça qui peut industrialiser le procès, qui avant était fait pratiquement tout à la main. Et dans l'après-guerre, son fils Renato change la forme. Cette forme-ci n'existe plus, mais vous voyez qu'il y a la caricature là, c'est Monsieur Renato Bialetti, qui est devenu la caricature qui était imprimée sur les machines et qui était utilisée pour la publicité. Ça existe encore et maintenant poignées et boutons sont en caoutchouc et certaines parties peuvent être remplacées. Ce point est intéressant parce que il contient l'idée que le produit doit durer. Bon, ça, c'est important parce que nous sommes revenus à cette idée maintenant. On a pris conscience que les ressources ne sont pas infinies. On a déjà rempli la planète des milliards de tonnes de déchets. Et peut-être on commence à devenir un peu plus sage, c'est-à-dire que aussi l'année dernière, la communauté européenne a émané une directive qui oblige les entreprises à faire la production de pièces détachées et à fournir des réparations abordables. Et en plus, est combattu l'obsolescence programmée. Vous savez ce que c'est, non? Et en plus, en retournant à la Moka Bialetti, l'aluminium est recyclable à l'infini. En 1938, Pirelli fait la publicité sur Nomus de le caoutchouc mousse. Et l'arrivée de ces produits change complètement la production la fabrication de meubles rembourrés en remplaçant les matériaux naturels comme les poils végétaux et animaux, les capocs et dans une certaine mesure aussi les duvets d'oie. Les deux canapés que vous voyez à droite, qui ne sont pas tellement démocratiques parce qu'ils étaient plutôt chers, mais je les montre parce que on voit comment les caoutchouc mousse permet de faire des formes sans savoir la structure en vue. Et ça n'était pas possible avant l'invention de le caoutchouc mousse. « 1944. Et on est encore pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sur Domus qui a été publié
toujours, sauf qu'en 1945, parce qu'il n'y avait pas de papier. Donc, ils ont dû arrêter la production. Il y avait aussi des bombardements. Et à propos des bombardements, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas plus d'habitation. Et donc, en 1944, on commence à faire des projets pour la reconstruction. Et bon, je vous présente ici un projet d'architecture parce que le mot design, en anglais, veut dire projet. Et donc, je l'ai pris pour vous montrer ça. C'est un projet, dans l'article, on dit qu'on peut le faire avec des matériaux qu'on peut trouver. Il y a la guerre. Donc, partout est possible à trouver. Mais les toyaux et les joints de type Innocenti produits en Italie, on dit dans l'article, on peut les utiliser même s'ils ne sont pas neufs. Et l'équeutage peut avoir de parois modulaires en plastique ou en bois. Et les intérieurs doivent être civilisés et confortables. Et donc avec un grand respect pour les gens qui ont perdu sa maison. On dit qu'il n'y a pas d'avenir sans mémoire et je pense qu'une utilisation possible d'archives est aussi de le lire en gardant au présent. Et donc, toute référence aux guerres en cours n'est pas accidentelle. La chronique que les Castiglioni ils étaient 3 frères, et ils faisaient tous les architectes et les designers, en 1944 sur Nemours, c'est très intéressant et très curieuse parce qu'ils expliquent le fonctionnement de certains objets, radio, téléphone et réfrigérateurs, qui entreront massivement dans les maisons des Italiennes juste après la guerre. Et poussés par le boom économique, par le cinéma américain qu'on l'on voyait alors, et dont la diffusion faisait partie des accords du plan Marshall pour la reconstruction. À cette époque, le cinéma est l'instrument d'une propagande à la fois élevée et populaire. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis propagande ? Je veux dire que les gens voyaient les maisons américaines qui déjà avaient des frigidaires, des radios, et dans les années 50, sur la fin des années 40, la télé. Mais en Italie, ça arrive après. Et donc, il faut expliquer comme ça fonctionne. En 1955, Gio Ponti fait le dessin, le projet pour des sanitaires pour Ideal Standard. Ideal Standard, c'est, disons, sur le marché moyenne haute, donc ce n'est pas exactement populaire, mais quand même, on a tous besoin des sanitaires. Et la chose intéressante est celle que vous voyez dans le dessin en jaune. Au centre, dans l'article, Gio Ponti dit, bon, du moment que la colonne du lavabo n'est pas portante, elle sert seulement à effacer les toyaux. Et donc, si à gauche on voit les dessins d'une colonne qui est prise de l'architecture, de la colonne classique, bon, lui dit, moi je veux retourner à une idée plus naturelle. On n'a pas besoin de faire référence à l'architecture pour faire des lavabos ou des sanitaires. Et c'est intéressant l'analyse que lui fait de l'objet pour dériver une forme originale.
1964, la métro de Milan ouvre la métro de Milan, qui est un projet de transport public très intéressant. Pourquoi? Donc, celle de Londres avait ouvert un siècle avant. Pourquoi Milan? On arrive en 1964. Pour des raisons techniques et des raisons économiques. Les raisons techniques sont que Milan est posé sur un grand aquifère, un défi pour les ingénieurs. Et en plus, ça a été fondé par les anciens Romains. Et donc, dans le sous-sol, il est plein de sites archéologiques. Et en plus, les 60 sont les années où l'Italie vraiment explose du point de vue industriel et les gens arrivent dans les villes. Milan, Turin et Gênes sont le triangle industriel d'Italie en ce moment. Et donc la ville croît avec des villes beaucoup plus grandes, à beaucoup plus de population. Le projet par Albini, Helge Piva avec Bob Norda qui a fait la signalétique est un projet considéré extrêmement cohérent et élégant. Vous voyez les trains, l'orange, c'était une orange foncée. Je vous raconte une anecdote. Quand Bob Norda a fait le projet de la signalétique, c'était imprimé sur une plastique opaque, non mi ricordo la parola. Mat, merci. Et dans les années 2000, le métro a décidé de la changer parce que c'était vieille et ils l'ont fait sur une surface lucida, brillante. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec la lumière des trains, on ne lise pas rien. Alors, un journaliste est allé chez Bob Norda et lui a demandé, mais parce qu'il y avait beaucoup de designers qui se sont fâchés et qui ont dit, non, ça, c'est pas possible. Et Bob Norda, qui était très tranquille, a dit, bon, si, c'est pas tellement grave. Si on considère qu'un projet graphique a duré plus que 30 ans, je suis contente. Merci, au revoir. Et ça, c'est un projet de Ornella Norda, l'épouse de Bob Norda. Elle a fait beaucoup de projets des tissus et d'objets. Je vous montre ça parce que c'était très populaire, parce que c'est fait pour Guzzini, qui fait beaucoup de produits pour la maison. Ce projet-ci a vaincu un prix. Et c'est la possibilité d'avoir de bons designs à petit coût. Ils le vendaient dans des grands magasins, donc c'était à la portée de tous. En plastique, on y croyait beaucoup aux années 70 à la plastique. Maintenant, on y croit un peu moins. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ma présentation, donc Ornella, c'était important. Les Castiglioni, Achille et Pier Giacomo, les deux frères. Bon, c'est très simple, vous voyez ce que c'est. Ils l'ont dessiné en 1968, mais on ne savait pas qui est-ce qu'il avait fait, à moins d'être avec des connaisseurs du design. Parce que les Castiglioni ne voulaient pas dire que c'était eux. Et donc, c'est un cas de design anonyme d'auteur. On a vu le premier bol, c'est ce qu'on appelle design anonyme. C'est-à-dire un design qui c'est une forme qui s'est déposée dans le temps
par des différents mains qui ont travaillé et finalement, ça c'est la forme, mais on ne sait pas qui l'a fait. Ça c'est du design anonyme d'auteur parce que personne ne savait, on l'achète, ça existe encore et on le reconnaît par le sonnet qu'il fait quand on l'utilise. Et Massimo Dolcini, graphiste, il travaille pour la municipalité de Pesaro entre 1971 et 1985. Et lui, il a l'idée que le métier de graphiste, c'est un métier pour la société, pour enlever disons, le sens civique des gens. Il décide de faire une communication qui utilise le langage commun, des gens communs. Et donc, certains habitants aiment la ville Lourdes. Sale, pardon. Oui, Lourdes, no, Sal. L'anagrafe, non so proprio come si traduca. L'état civil devient électronique et donc on doit le raconter aux gens que ça va changer, ça va devenir différent, le rapport entre le citoyen et la municipalité. Et ce langage, musique et rencontre, voilà, on mange du salami à la fin du concert. Et qui scrive oggi a Pesaro, qui écrit aujourd'hui à Pesaro, c'était pour un festival de littérature. Et donc, quelqu'un qui écrit dans la place, la plus importante de la ville. Et c'est intéressant parce qu'on a défini ce genre de projet graphique, le graphisme d'utilité publique. Trattopen. Bon, ça, c'est du design vraiment populaire. 1975, les producteurs de Fila, de l'usine Fabbrica Italiana Lapis et Affini, demandent de projeter un nouveau feutre. Mais ça doit être vraiment original et différent de toutes les autres. Le projet a réussi, a vaincu le Compasso d'Oro et il se trouve dans la collection du musée de l'Adi et aussi au MoMA de New York, dans la collection du design de New York, parce que c'était vraiment original du point de vue de la construction technique, parce que le feutre est un feutre, mais c'est fait d'une façon différente. Il a très, canalisation toute petite pour l'encre. Et bon, on peut l'acheter à €1 si vous en achetez 30, c'est même moins que ça. Panettone. Panettone, c'est le gâteau de Noël de Milan. Et c'est typique de Milan. Et ça, c'est le panettone on l'appelle comme ça, mais ça a été projeté par Enzo Mari en 1981. C'est une borne mobile pour empêcher aux automobiles d'entrer dans certaines zones piétonnes. Il y a exactement la forme du panettone.
Ça a été devenu très populaire. On les a aimés beaucoup. On peut s'asseoir aussi au-dessus, mais maintenant, ça va être remplacé par des différents bornes mobiles. Mais bon, ça a été un projet très important. Automobile, Panda. C'est pas exactement bon marché comme la Tractopelle, mais c'est quand même une voiture populaire. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, bon, c'est horrible, c'est comme une caisse de morte. Mais le problème de Giugiaro, c'était d'obtenir assez d'espace à l'intérieur et en économisant sur les matériaux. Et donc, c'est un projet qui a eu un grand succès, qui est conservé à l'Adi Design Museum. Et à droite, on le voit d'une forme transparente à la présentation de l'ICSID international. Et donc, c'est une automobile populaire, faite pour tous, qui a remplacé la 500 des années 30. En France, c'était la Citroën de cheval. Et en Allemagne, c'était la Volkswagen. Et en Italie, c'était la 500. Ici, on voit les pages d'Omus Mille, qui était le numéro 1000 de la revue. Et on avait fait une sélection d'objets, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça, c'est le Moscardino par Giulio Iacchetti et Matteo Ragni. Avait été, oui, cuillère-fourchette. Cuillère-fourchette, à l'origine, c'était fait en Materby. Materby est un matériel qui est très utilisé, qui a été inventé, ça a été inventé par un Anglais, un chercheur anglais, mais produit en Italie par Novamont et breveté en 1990. C'est le produit qui est fait avec du maïs ou bien d'autres éléments naturels. On peut qui a substitué la plastique. Aussi, la Moscardino. Moscardino, c'est, je ne sais pas en français. C'est quoi le Moscardino? C'est un petit poisson qui ressemble à ça. Comme une sèche. Ouais. Oui, le nom c'est un petit poulpe et ici on le voit, ça a changé un peu, maintenant c'est produit aussi par Alessi comme quelque chose un peu spécial, un peu sophistiqué, mais il est né pour des cocktails parce que les cocktails ont changé. On a changé la façon de servir les choses au cocktail et donc ils ont pensé à un utile qui a les deux fonctions dans une seule. Bon, ici on voit Francesco Faccin qui est un designer italien que j'aime beaucoup. Ici, lui a fait un projet à Matare, qui est un bidonville en Afrique, en Nairobi, au Kenya.
Il a construit avec des artisans locaux come si dice, le suppelletti per la scuola, les mobiliers pour l'école de Bâtard. Et les matériaux doivent être disponibles localement et doivent être fabriqués par des artisans locaux. Je vous montre ça parce que il m'intéresse aussi de dire que le design est une possibilité qu'on a d'améliorer la vie de tout le monde. Et donc, on va dans le monde pour faire des choses. Ça m'intéresse de vous dire que, je vous traduis, le design sert pour simplifier les projets. L'élément le plus important, c'est le procès. On travaille plus avec les règles du copyright, mais avec les règles du copyleft, c'est-à-dire qu'on donne aux autres la possibilité de répéter un projet sans payer personne. Et ça, c'est important parce que ici, on le voit en Afrique, mais ça existe ici aussi. Il y a des projets copyleft. Ça, c'est ce qu'on fait en Italie. Ce sont des projets, ça s'appelle Urbanistica Tattica a Nolo. Nolo, c'est un quartier nord Milan, ça veut dire. Dans un quartier qui change très vite et même maintenant il est un peu à la mode, même s'il est partiellement périphérique. C'était nécessaire de rendre des places au quartier qui étaient avant occupées seulement par les automobiles. Et donc, la commune de Milan a demandé à des projettistes de soumettre des propos avec les habitants du quartier. Et donc, on l'appelle urbanistique tactique, c'est-à-dire on prend des petits parties de la ville et on le rend aux citoyennes. Ce sont des projets qui ne coûtent pas beaucoup, parce que ça, c'est de la peinture, mais le reste est fait exprès pour cette partie et on le redonne aux habitants. Avant, il y avait un parking là. Et donc, les pots de fleurs, le pavé, il y a plusieurs de ces projets dans la ville. Ce sont des projets qui ne coûtent pas tellement à la ville et qui sont sélectionnés après des concours et qui sont réalisés ici et là et sont comme des ponctures ici et là. Et pour finir, design démocratique, on avait fait le titre sur l'article de Domus qui parle de cet siège qui est démocratique. Bon, ça coûte une centaine d'euros, que pour un projet de design, c'est pas tellement. Et est né d'une idée en 2016, a été réalisé en 2023, est réalisé dans une seule moule, beaucoup plus petit de celle qu'on utilise habituellement. On le voit là à gauche. Elle est vendue dans un tout petit emballage et en plus, on doit la monter, donc il y a une petite activité. Et les designers se sont associés, Alessandro Stabile et Martinelli Venise, se sont associés à Ogir,
qui est une start-up italienne qui a développé une plateforme numérique pour Fishing for Litter, une pratique visant à nettoyer les océans de déchets avec l'aide des flottes de pêcheurs. Et donc, pour chaque siège, il récupère un kilo de déchets marins avec les pêcheurs. Mm. Si. Et en vente en ligne. J'ai terminé. Merci à vous. Si vous avez des questions, j'essaie de répondre. Dans le micro, qui serait intéressé à poser des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des écoles de design en Italie? Peut-être une question un peu naïve. Ou alors est-ce que c'est quelque chose que les designers apprennent en rentrant dans une société? Comment ça se forme? On a plusieurs écoles. Moi aussi, je suis professeur à une école de design à Milan qui s'appelle IED, Institut européen de design, qui est l'une des premières écoles de design en Italie. C'est une école privée. Maintenant, il y en a plusieurs dans tous les domaines du design, c'est-à-dire design du produit, de la mode, mais aussi de la musique, design d'ambiance, design interior design, design nautique. Et en plus, maintenant, il y a plusieurs universités publiques aussi qui ont des cours de design. Je dois dire qu'à Milan, je ne sais pas combien d'écoles de design on a. Je ne me rappelle plus, mais je crois une dizaine au moins. Et, entre privé et public. IED, où est-ce que je suis professeur, c'est privé, mais c'est reconnu. Donc les titres sont reconnus par l'État. Et oui, on a d'écoles. Mais en France aussi, mais oui, partout. Maintenant, il y a plusieurs écoles du design parce que les liens entre la connaissance et l'industrie est de jour en jour plus étroit. Bon. Les images étaient tirées de la revue Domus Tutta. Sauf quelqu'un qui venait du Adi Design Museum et une autre, je crois, d'une autre Adi Castiglioni. C'est tout. Le reste venait de la revue Domus. Je travaille aussi à la revue Domus. On s'occupe du design à partir de 1928, donc ça fait longtemps. Et on a aussi l'archive en ligne de tous les numéros de la revue. Et donc les images sont prises. Qui est encore en vente, qui est encore en... Oui, bien sûr. Bien sûr, on est prêt à fêter les 100 ans. 100 ans. Oui, 2028. Et depuis tout ce temps, on a quand même exploré créé beaucoup d'objets. Donc, est-ce qu'il y a encore de la matière proliférante
d'idées. Absolument, oui. Beaucoup, Absolument, oui. Il faut demander. Mais je veux dire que, d'une côté, si vous pensez à votre grand-mère et grand-père, ils n'avaient pas des ordinateurs, par exemple, et donc ils n'avaient pas de voitures électriques, ils n'avaient pas la possibilité de faire la récolte des déchets d'une manière organisée différemment. Maintenant, on se rend compte que beaucoup de choses auxquelles on a cru, par exemple la plastique, maintenant on se rend compte que oui, c'est merveilleuse dans les hôpitaux parce qu'on a évité des infections, on a évité des problèmes. C'est merveilleuse dans, je ne sais pas, beaucoup d'utilisation, mais on ne peut pas l'utiliser pour des bouteilles en plastique pour boire de l'eau, parce que sinon on va remplir le monde. Et on l'a fait. Maintenant, on est conscient que ça ne va pas. Et donc, il y a un progrès. J'espère que ça sera un progrès vite, parce qu'on est beaucoup sur les planètes. Merci pour cette belle exposition d'histoire. On peut faire un parallèle avec les droits à la propriété intellectuelle entre la France et l'Italie. Ça se met en place en même moment, ces dépôts, voire même de brevets, certainement, de marques, de logos, etc. Il y a un lien à peu près d'une histoire très parallèle ou ça s'est décalé? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne connais pas la loi française sur les brevets. Je ne la connais pas du tout. On a un organisme qui s'appelle l'INPI chez nous, on dépose tout depuis très longtemps, du logo, de la marque. Ça existe en Italie aussi, et donc, c'est obligatoire, je pense. et donc j'imagine qu'il y a des guerres commerciales sur ça. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas de liaisons, sinon des liaisons conflictuelles d'un certain point de vue. Mais de l'autre côté, on peut aussi imaginer qu'on a des échanges. Je n'imagine pas, c'est sûr, qu'on a des échanges culturels, économiques, qui vont de certaines façons rendre ça moins problématique. Et en plus, on a une législation européenne pour laquelle on est tous ensemble sur certains points. Et donc, je pense qu'au-delà du brevet qui protège le droit individuel du déposeur du brevet, il y a une législation européenne qui nous met en condition de partager plusieurs choses et de baisser la conflictualité, j'espère. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de débouchés pour les jeunes designers d'aujourd'hui. Ça veut dire débouché? Bon, oui et non. Oui, parce que dans plusieurs secteurs, il y a besoin de designers. Non, parce que on est trop sur la terre et on est trop cultivé. Et donc, on crée des expectatives dans les jeunes gens qui font cette école de design d'avoir la possibilité de trouver un travail tout de suite. Alors que moi, je pense qu'avoir une culture de designer, c'est quand même une bonne culture. Il ne faut pas avoir l'expectative de devenir des designers tout de suite. C'est un parcours très long. Mais ça, c'est vrai, je veux dire,
passe que presque tous les professions. Je veux dire, combien de lauréats en lettres on a? En Italie, on a des milliers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous des professeurs de lettres. Mais ils seront des gens très bien cultivés. Et n'importe quel métier vont-ils faire, ils seront des gens cultivés. Et donc, probablement, c'est pas sûr, plus gentils, plus démocratiques, plus ouvertes. C'est pas garanti, hein, mais c'est une possibilité. Et le même, c'est avec le design. Maintenant, on a des milliers de designers. Et l'industrie peut ne prendre un certain numéro, mais pas tous. Une partie de mes élèves ne vont pas faire les graphistes dans leur vie, je suis sûre. Mais ils seront bien cultivés. Ils vont développer un bon goût, j'espère. Actuellement, un jeune couple qui s'installe dans un appartement, une maison, une famille, comment se meuble-t-il? Soit du traditionnel, ou est-ce qu'il penche directement sur le design lorsqu'il s'installe dans un... Question super difficile. Hein. Alors, je parle classe moyenne. Classe moyenne, généralement... Bon, je crois que le design, comme toutes les choses, prévoit un tout petit peu de culture du design, c'est-à-dire un tout petit peu de connaissance. Et donc, la possibilité de faire des choix qui ne sont pas très coûteux, mais qui sont d'une qualité différente par rapport à la production plus, come si dice, dozzinale, più courante. Je pense que comme toutes les choses dans la vie, il faut choisir. On choisit des objets, on choisit des photos, on choisit des cadres, on choisit les vêtements. Et donc, c'est à nous de décider ce qu'on veut mettre dans notre maison. Et sauf certains objets qui sont vraiment coûteux, on peut avoir une maison toute pleine de design sans avoir beaucoup d'argent. Alors on peut décider d'avoir des belles sièges, on les prend en seconde, come si dice, seconda mano. À l'occasion, on peut avoir des choses très simples qui n'ont pas envie d'être ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire les fauteuils qui n'est pas vraiment de design, mais qui est une imitation et que finalement ne coûte pas tellement moins d'un bon projet de design. Je crois que, comme toutes les choses dans la vie, il faut choisir. Et pour choisir, il faut connaître. Et pour connaître, il faut faire un petit effort. Est-ce que le critère peut être le côté pratique à l'utilisation, à l'entretien Bon, les sièges... facilement, siège, rangement et tout. Est-ce que les gens actuellement sont sensibles pour pouvoir déménager facilement avec son mobilier? Ils n'ont pas l'armoire normande de la grand-mère. Dommage. Je crois que c'est pas impossible. Mieux, c'est bien possible d'avoir une belle maison avec du design sans se dépenser des fortunes. Et je pense que c'est une question de choix, comme toutes les choses de la vie.
Vous avez une très belle... madame, vous avez une... Come si dice? Una collana. Un très bel collier. Vous l'avez choisi. Bon, c'est ça. En plus. En plus. Et donc, vous voyez, c'est très facile. C'est une question de choisir à partir de son goût, d'un côté, de sa possibilité, mais aussi d'un peu de culture, d'intérêt pour les objets avec lesquels on vit. Et donc, la siège de la grand-mère, moi, je l'aime beaucoup parce que c'était de la grand-mère. N'importe pas, n'a aucune importance si elle est super. Peut-être j'en veux pas 12, hein, une. Mais c'est une question sentimentale. J'espère d'avoir répondu à votre question parce que c'était une question difficile, en effet. Madame. Dans le design, il y a des tendances et il y a des gens qui ne s'y connaissent pas très bien et qui s'en remettent à des professionnels, à des gens qui s'y connaissent pour éventuellement acheter des objets qui sont tendance. Oui. La dame vous a répondu dans un certain sens déjà, mais on peut avoir du bon design aussi bon marché. Hein. La siège que je vous ai montré, la chaise que je vous ai montrée, c'est pas tellement cher. Elle est pliante, la dernière chaise. Non. Et pourtant, on voit un monsieur qui la porte. Oui, c'est pour montrer que le paquet est super petit. Et donc, il faut penser que dans la production... C'est l'emballage. L'emballage, oui. Pour épargner l'espace dans les magasins. D'accord. Et on peut avoir du bon design, bon marché. Ce n'est pas nécessaire d'être un millionnaire. Hein. Non, mais il y a des millionnaires qui aimeraient acheter des objets design, qui ne s'y connaissent pas et qui suivent la tendance. Et bon, c'est la fortune des architectes et des designers. On est content pour eux. Est-ce qu'il y a des modes dans le design? Oui, bien sûr, comme toujours, il y a des modes. Maintenant, je vois un moment de coexistence de plusieurs attitudes. Probablement parce qu'on est prêt à exploder. Donc, D'ailleurs, les questions design et mode sont... Oui, Oui, mode et design. Une dernière question. C'est du créatif le design. Après, La mode, c'est autre le chose. subit presque. Mais il y a bien cette notion qui apparaît rapidement de création. Et la création, c'est aussi la fabrication. Donc c'est bien le terme design qui fait bien le tour de ce process complet. Oui, la mode aussi. Hein. La mode aussi, c'est un process industriel. Donc, c'est pas exactement le même, mais il y a des affinités entre les deux. Et en plus...